Salut à tous et toutes et bienvenue sur le plateau de la télé Burkina Info pour l'émission de la CODEL pour parler de la participation citoyenne aux élections prochaines, si on peut le dire ici au Burkina Faso, dans un contexte de terrorisme avec deux invités sur ce plateau, Daniel Dayen, vice-président de la CODEL, et Lansana Dao, lui, il est de la Commission électorale nationale indépendante. Avec ces deux, nous parlerons bien sûr de l'enjeu, bien sûr, de cette participation citoyenne aux prochaines élections qui ont lieu au Burkina Faso en 2020, surtout dans ce contexte de terrorisme. Daniel Dayen, nous commençons par vous. C'est vrai, vous êtes le vice-président de la CODEL. Vous pouvez nous présenter la CODEL. Merci Lido pour l'occasion que vous nous donnez. Un partenariat que nous avons avec la CENI et nous nous réjouissons de pouvoir échanger sur ce sujet. La CODEL, c'est la Convention pour l'observation domestique des élections. C'est un collectif, je dirais, d'une vingtaine de collectifs, soit plus de 300 organisations de la société civile, réparties sur les 45 provinces, également qui a expérimenté l'observation domestique, c'est-à-dire l'observation maison, des élections présidentielles, législatives et municipales dernières. Il faut dire que la CODEL a été créée dans un contexte très difficile où on ne savait pas qui allait gagner, qui allait faire quoi, on croyait qu'on allait basculer. Nous avons dû nous mettre ensemble, toutes les OSC fêtières traitant des questions électorales. Nous nous sommes mis ensemble pour pouvoir faire en sorte que les élections qui allaient se dérouler se passent très bien, équitables, indépendantes et surtout acceptées par tous. Cela a demandé pas mal de moyens et nous avons réussi notre pari de mobiliser 6000 observateurs à travers le pays, 1000 observateurs avec des smartphones, un satellite, et 200 opérateurs et opératrices avec des ordinateurs. Et nous avions couvert la quasi-totalité du pays et nous sommes arrivés pratiquement au même taux obtenu par son Excellence, le président du Faso élu. Justement, c'est vrai que la première expérience de la CODEL, si on peut le dire, en 2015 avec les élections, a été une réussite, c'est vrai. Vous allez encore partir pour une seconde expérience en 2020, mais en 2015, il n'y avait pas ce contexte de terrorisme. Nous sommes actuellement dans ce contexte de terrorisme. Est-ce que vous avez des appréhensions? Non, il faut se dire d'abord que nous sommes une organisation développementale et responsable et nous croyons beaucoup également à la responsabilité de nos dirigeants. Je crois que nous ne donnons pas d'appréciation particulière sur le mode opératoire, est-ce qu'il y aura lieu, il n'y aura pas lieu. Nous nous apprêtons comme s'il devait avoir lieu des élections, y compris dans les situations difficiles. Ce qui veut dire que nous serons très regardants sur les situations qu'on considérait comme difficiles, impossibles. Et comme on a vu l'expérience du Mali qui n'a pas du tout été du goût de tout le monde. Donc nous sommes très vigilants là-dessus et nous observons. Il y a la CENI et l'État burkinabé qui peuvent décider qu'il n'y aura pas d'élection. Oui, alors justement, Dao Lassane, vous êtes de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI, pour la CENI, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de problème parce qu'on déroule déjà le chronogramme. Du 1er janvier au 31 mars, ce sont les révisions des listes électorales. Justement, on peut parler de participation citoyenne dans cette révision des listes électorales parce que là encore, elle concerne les citoyens. Justement, est-ce que vous avez des appréhensions compte tenu du contexte de terrorisme dans lequel nous sommes actuellement? Merci bien, Lido, de nous avoir invités pour échanger un peu sur la participation citoyenne, surtout pour l'enrôlement biométrique qui concerne sont des activités préparatoires pour, qui entrent dans le cadre de l'organisation du processus électoral. Je dirais que de prime abord, le Burkina Faso n'est pas le seul pays quand même qui a fait face à des situations de sécurité de ce type. Il y a plusieurs pays, en l'occurrence la RDC, il y a la Centrafrique, récemment le Mali. Et tous se sont passés par là, mais quand même avec les efforts conjugués, ils sont arrivés à organiser des élections pour pouvoir définir des gouvernants. Donc nous pensons à notre niveau que c'est un contexte, une situation difficile, certes, mais quand même avec la détermination du peuple burkinabé, on doit pouvoir arriver à organiser ces élections. Quant à la CENI est sereine, c'est juste un service technique qui est chargé de s'organiser, de prendre les dispositions, réunir les conditions pour pouvoir être à jour, au top, afin de pouvoir passer à cette étape d'organisation. Donc pour nous, nous sommes en tout cas au rendez-vous pour ce qui est de 2020. La preuve est que le programme est déjà lancé.
Oui, alors justement, M. Daniel Dayen, la CODEL, c'est un regroupement d'associations, d'organisations de la société civile. C'est vrai que M. Lansana parlait effectivement de la révision des listes électorales qui aura lieu très bientôt avec la CENI. Dites-moi, est-ce que les organisations de la société civile participent aussi à ce travail, c'est-à-dire la révision des listes électorales? Disons, pour une première fois Oui. dans l'histoire électorale du Burkina, la CODEL va déployer, y compris d'autres aussi bien sûr, des observateurs. J'ai dit bien observateurs domestiques. Je crois que c'est le moment où l'intérêt de la CODEL va se faire sentir lorsque nous parlons d'observation domestique et non indépendante venue des États-Unis, venue de je ne sais pas où. Donc il y a une nuance entre l'observation indépendante et puis l'observation domestique. Qui vit tous les jours avec vous et qui Oui. vous voit aller vous inscrire 3 fois. C'est ça. Ou qui vous voit être refusé d'être inscrit. Ce n'est pas la même chose que vous et moi, on se ressemble. D'autres peuvent dire que nous, on se ressemble. Donc, on ne saura pas, vous pouvez venir 10 fois et dire que c'est 10 personnes différentes. Donc, je crois que nous nous sommes engagés, nous sommes lancés sur les 45 provinces. Nous sommes en train de mettre un dispositif en place pour suivre de près l'enrôlement. Les partis politiques négligent cet aspect. Il faut rabattre les potentiels électeurs pour qu'ils viennent s'inscrire. Si vous n'avez pas d'inscrits, je crois que ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Et nous pensons également que les citoyens, ils ont des droits, mais il faut savoir les prendre. Et il faut les aider à prendre ces droits, parce que leur négligence peut arranger quelqu'un qui ne voudrait pas que tel secteur, tel quartier, tel village vote en masse. Donc nous aurons en plus des actions de sensibilisation que nous sommes en train de faire du reste actuellement, que nous serons présents pour bien analyser le système d'enrôlement. L'emplacement et comment ça va se dérouler. Lido, je vais peut-être prendre encore 1 minute avec vous pour vous dire que les derniers enrôlements, nous ne sommes pas du tout d'accord. Regardez comment se passe le recensement général de la population. Regardez comment nous, OSC, nous faisons la sensibilisation sur la polio et même la vaccination polio. C'est de porte en porte. C'est bien possible que les 100% soient enrôlés. C'est une question peut-être de temps, mais pas de moyens. Parce qu'en associant la société civile qui est volontaire, bénévole et qui ne prendra pas de l'argent, nous pourrons faire de maison en maison, surtout que l'appareil est déplaçable. Donc voilà pourquoi nous sommes très intéressés que les gens aillent s'inscrire. Nous allons mobiliser les citoyens, au-delà des partis politiques, et ceci c'est pour accompagner la CENI. Je crois que la CENI a un objectif. Il y a un pourcentage recherché pour être pris, et nous allons faire notre partition, et nous sommes déjà prêts pour cela. Oui, alors justement, M. Daoud Lansana, c'est vrai au niveau des organisations de la société civile, c'est de mobiliser les citoyens, bien sûr, pour qu'ils puissent aller pour se faire inscrire ou réinscrire. Alors, même à votre niveau, c'est vrai que la CENI est un organe technique, mais vous allez déployer des agents recenseurs. C'est vrai, il a parlé des 45 provinces qui ne sont pas toutes logées à la même enseigne en ce qui concerne le terrorisme. Est-ce qu'il y a des précautions qui sont prises au niveau de la CENI? Oui, merci bien. Il y a des précautions qui sont prises au niveau de la CENI, d'autant plus que nous sommes partis d'un découpage du pays en des zones. Voilà, nous avons réparti le pays en 3 zones pour pouvoir répondre aux besoins, parce que bon, réunir le maximum de moyens nécessaires pour pouvoir réussir l'organisation. Il faut dire que si nous partons, si on devait couvrir l'ensemble du pays, ça va être beaucoup plus difficile à se soutenir, surtout avec ces conditions de sécurité qui sont difficiles. Mais si on respecte le calendrier comme on l'a fait avec le zonage, ça permettrait de mobiliser le maximum, non seulement en ressources humaines, en moyens sécuritaires et bien d'autres, même à la réduction des kits pour pouvoir faire face un peu, non seulement ça réduit le coût de l'enregistrement et on peut prendre à charge à bien les volets sécuritaires pour pouvoir assurer la sécurité non seulement de nos personnels et aussi des électeurs. Oui, mais est-ce que vous avez tenu compte aussi des déplacés? Oui, vous dites qu'avec le dialogue politique qui a été initié par le président de la République, il y a le président de Faso, excusez-moi, il y a des recommandations qui ont été faites surtout à l'adresse de la CENI qui voudraient quand même qu'on prenne en compte, réfléchissent pour prendre en compte le volet des déplacés internes. Effectivement, une commission a été mise en place pour pouvoir statuer là-dessus. Effectivement, nous sommes retrouvés. On a fait des rencontres, des entretiens, des focus group avec les maires et bien d'autres personnes ressources pour pouvoir nous orienter afin qu'on puisse définir la stratégie pour pouvoir les prendre en compte. Effectivement, nous sommes partis avec des questionnaires pour déterminer les communes
qui sont les communes de départ et les communes d'accueil. Il y a aussi en partie les communes qui sont partiellement vidées et les communes qui sont totalement vidées. Tout ça pour avoir une idée de l'ensemble de ces déplacés et puis nous faire une idée de où est-ce qu'on peut installer ces gens, où est-ce qu'on peut faire les emplacements pour pouvoir faire les inscriptions. Ok. Voilà. Alors justement, M. Daniel Dayen, je ne parlerai pas de plaidoyer, mais vous allez aller vers ces populations pour leur demander de s'inscrire, ou bien en tout cas de participer à cette révision des listes électorales. Alors quel message par exemple vous aurez à donner à ces personnes déplacées? Non, le plus important c'est de jouir et d'exercer leurs droits. Nous leur dirons que l'élection, faire le choix, c'est aussi un droit qu'un devoir. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous avez le droit de vous exprimer. Et l'élection est également un moyen d'expression par rapport à la chose politique. Nous cherchons tous à sortir de ce problème que nous avons actuellement. Je pense que aussi bien ils ont besoin de s'alimenter qu'ils ont besoin également de se sentir burkinabé. Donc notre message c'est vraiment de se sentir burkinabé, de développer à travers l'acte de vote un sentiment d'appartenance à cet État burkinabé. Oui. Je vais terminer pour dire que je suivais un peu avec Monsieur Da par rapport à l'accompagnement de porte à porte. Il faut dire que techniquement, ça ne se passe pas comme ça. Ils peuvent aller à la sensibilisation, mais il faut que les électeurs rejoignent les emplacements que nous avons choisis et qui vont désormais constituer les points de départ pour pouvoir participer. Les emplacements choisis là où on enregistre, là, qui constituent en même temps les bureaux de vote. Donc, on ne peut pas déplacer la machine pour aller rejoindre les gens dans les familles. Il faut que ce soit ces électeurs-là qui rejoignent les emplacements déjà choisis et qui vont constituer désormais les bureaux de vote. Il a clarifié bien sûr l'inquiétude. Non, c'est clair. Seulement le constat au dernier enrôlement, c'est que les écoles où étaient assis les enrôleurs étaient vides. Personne ne savait qu'ils étaient là. C'est pour ça que nous disons, si l'appareil peut bouger, il peut bien bouger, mais c'est ce qu'il peut aussi bouger pour inscrire ceux qui sont intéressés. Mais faisons pas la polémique ici, on a déjà fait cette proposition à la CENI. On a eu pas mal d'accords avec la CENI, y compris certains termes sur l'avant-projet, je ne sais pas comment il faut l'appeler, du code électoral. Donc je crois que c'est une proposition que nous faisons pour le futur. De penser à cela. Parce que déjà, la question de la carte d'identité a été discutée. Ce recensement qui a été déroulé aurait pu faire la même chose encore. Il y a pas mal de solutions qui sont données. Mais le fait que les enrôleurs, je les appelle ainsi, je ne sais pas comment vous les appelez, ou les agents d'enrôlement, c'est ça? Oui, les opérateurs de kits. Ah, les opérateurs, voilà, les opérateurs de kits. Alors, la dernière fois, ils sont dans les salles de classe, dans les écoles, personne ne sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'était notre constat. Oui, ça peut être vu ainsi, mais il faut dire qu'avec le temps, les choses partent en s'améliorant. Nous n'avions pas eu beaucoup d'accompagnement en matière de sensibilisation et bien d'autres. Il faut que les gens se sentaient un peu à leur niveau seulement. Mais si on a la chance d'avoir la mobilisation autour de cette activité avec l'accompagnement de la société civile et bien d'autres acteurs, les politiciens, je pense qu'ils sauront qu'il y a des gens qui sont à leur côté, qui peuvent leur dire par rapport à ce qu'ils font, si c'est bien ou c'est pas bien, et pour les rappeler à l'ordre de pouvoir faire et qui sont là pour ça. Donc je pense que c'est la mobilisation qui va déterminer quand même l'atteinte des résultats et pourra nous les responsabiliser beaucoup plus. Oui, alors justement vous m'étendez la perche pour vous poser cette question. C'est vrai qu'une élection vraiment ça concerne plusieurs entités. C'est vrai qu'il y a le citoyen électeur, mais au-delà du citoyen électeur, il y a l'homme politique qui va à la conquête des voix. Il y a les organisations de la société civile qui sont là pour que tout le monde puisse accomplir ce acte citoyen. Il y a la CENI qui est l'organe technique pour l'organisation. Bon, et finalement, j'aimerais savoir, est-ce que la CENI échange avec les partis politiques et les organisations de la société civile pour leur dire il faut que vous puissiez jouer votre rôle? Très bien. Merci. D'autant plus que l'organisation des élections, c'est tout un processus. C'est un processus qui voudrait que nous partions d'un chronogramme d'activité et depuis le début jusqu'au jour des élections, sinon on appelle les élections. C'est tout un cycle. Les activités qui sont prévues à l'avant, qu'on appelle la pré-élection, et les activités au niveau de la phase et les activités après, qui est la post-élection. Mais il faut dire qu'au niveau de la phase préparatoire, il y a des rencontres qui sont prévues
avec la classe politique. Il faut dire que nous sommes une branche technique de la classe politique. Nous travaillons pour les politiciens. Donc, naturellement, si on aurait quelque chose, il va falloir aller vers ces gens et communiquer avec eux, leur dire et puis attendre de leurs observations et leurs recommandations avant de continuer. Si on valide le chronogramme, la première des rencontres, c'est avec la classe politique. Après vient la société civile. Et bon, en fait, l'ensemble, c'est les forces vives pour communiquer autour du chronogramme et puis donner les informations avec tout ce qui est comme modification ou autres qui ont été apportées. Voilà. Donc, ça, nous ne discutons pas parce que c'est les politiciens qui sont nos premiers acteurs. Après, il y a bien d'autres acteurs. Vous avez les PTF qui sont là, vous avez les électeurs qui sont là. Donc, il y a une campagne de sensibilisation que la CENI développe à tout moment pour aller vers ces différents partenaires afin de pouvoir leur donner l'information à temps pour qu'ils puissent nous accompagner. La CENI seule ne peut rien faire si on ne bénéficie pas de l'accompagnement des autres acteurs. Oui, alors justement, il a dit si si la CENI ne bénéficie pas de l'accompagnement des autres acteurs, il y aura des difficultés. Vous, au niveau de la CODEL, vous avez décidé d'aller dès le départ, de ne pas attendre à la fin, c'est-à-dire au moment des élections pour sortir. Oui, d'abord sur ce sujet ou à ce point, oui. Le président de la CENI nous a fait l'honneur de nous rendre visite à la CODEL, ce qui est vraiment un grand honneur, une reconnaissance un peu des actions que nous faisons ensemble. L'occasion est là pour dire que nous sommes prêts pour travailler ensemble. Nous avons déjà commencé. L'enrôlement, vous voyez, dans ces jours-ci, ça se passe par-ci, par-là. Mais nous avions pris part à l'observation, la mise en place des démarrements de la CENI. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans beaucoup de provinces, c'est nous qui constituons, je ne sais pas comment vous appelez, c'est les assesseurs ou ceux qui vont accompagner le préfet ou le haut commissaire, etc. C'est long. Et nous avons assisté, il y a des endroits où il y a eu des couacs, et nous avons intervenu pour calmer les choses. Ça veut dire que déjà nous sommes sur le terrain depuis même qu'on a commencé à mettre les démarrements en place. Et nous avons également ressorti les doubles, triples casquettes d'OSC, leader du parti politique ou leader sur le terrain d'un parti politique qui veut se retrouver à la tête d'une CCI, CIA. Nous avons dénoncé tout ça et nous avons réussi à écarter une bonne trentaine, une quarantaine, je vous assure. Donc, nous sommes déjà sur le terrain, nous sommes à la maison et nous accompagnons l'action par l'œil citoyen. L'observateur de la CODEL, c'est vous. C'est celui qui habite dans le quartier, c'est celui qui habite à côté du bureau de vote. C'est celui qui fait partie des 500, 800 ou 1000 personnes électeurs chargés de voter sur le lieu. Donc nous sommes vraiment sereins également que nous allons accompagner le processus, que les différents partis politiques peuvent se rassurer qu'un œil externe indépendant, nous ne sommes pas neutres, mais nous voyons les choses et nous avons notre point de vue aussi. Oui, alors M. Daou, est-ce que la CENI échange avec bien sûr le gouvernement, si je peux le dire, qui a les missions régaliennes, notamment les questions sécuritaires? Est-ce que la CENI échange? Parce que la CENI n'est qu'un organe technique chargé bien sûr de l'organisation des élections, mais pour que ces élections puissent bien se dérouler, bien sûr il faut de la sécurité, et qui dit sécurité interpelle le gouvernement. Est-ce que vous l'interpellez dans ce sens? Oui, naturellement, parce que en toute activité, pour réussir une activité donnée, il ne faut jamais occulter le volet sécuritaire. Même s'il n'y avait pas cette situation, généralement, il y a une commission sécurité qui est là, qui s'occupe de l'ensemble du processus. Bon, avec la situation qui prévaut, c'est toujours la même situation qui s'étend, d'autant plus que le président de la CENI coordonne avec la commission de sécurité pour pouvoir apporter des réponses aux difficultés que nous rencontrons. On dit que c'est une évaluation de l'ensemble du processus au plan sécuritaire qui est ici posé et nous faisons sortir nos doléances et on soumet ça à la sécurité qui traduit en forme de réponse pour pouvoir nous accompagner. Donc ça part de nous d'abord. Voilà, ça part de nous. On a une évaluation à faire. Déjà, à partir de la mise en place des démembrements, on se rend compte des difficultés que nous rencontrons. Il y a des rapports qui sont produits. De là encore, nous répartons pour plusieurs autres activités. Et on arrive à rassembler encore des informations liées aux contraintes sécuritaires. Et ce rapport encore est produit et c'est remis maintenant au niveau de la commission de sécurité qui travaille étroitement avec le gouvernement, qui
amène maintenant, qui définit une stratégie à mettre en place pour pouvoir accompagner le système. Donc, même si ce n'est pas directement la CENI qui expose le problème est posé à un certain niveau et c'est traité par le gouvernement qui apporte des réponses adéquates pour que nous puissions travailler sur le terrain. Oui. Alors, je voudrais ajouter que la sécurité n'est pas seulement à l'intérieur. Oui. Nous avons une nouvelle donne. La participation des Burkinabés de l'étranger. Nous nous réjouissons que l'article 72, je ne sais pas si vous l'appelez 72 ancien ou nouveau, mais puis ce n'est pas adopté, ait été pris en compte pour qu'il y ait d'abord la décision, entre guillemets, de créer plusieurs bureaux de vote dans les consulats et les ambassades et surtout, en accord avec le pays hôte, de trouver des espaces, des endroits où on pourrait mettre en place des bureaux de vote. La sécurité y est aussi. Nous avions envoyé nos préoccupations à la CENI disant que nous ne souhaitons pas que ces lieux qui vont trouver des communs accords soient des lieux qui ne puissent pas permettre d'aller voter. Les camps militaires, les domiciles privés, c'est certains espaces qui collent directement avec le candidat ou avec l'ennemi, parce qu'on sait que c'est une première. Mais rien ne nous dit que vous irez à, je sais pas, à Kofi Koro ou à Kwakoro pour pouvoir voter sereinement. Donc voilà à peu près. La sécurité, elle est interne, il s'en occupe, mais elle est aussi externe, parce que nous allons expérimenter des votes qui vont avoir lieu dans les pays où nous ne maîtrisons pas la question sécuritaire également. Pourtant, peut-être qu'ils sont dans la même situation que nous. Donc, je dirais que je crois qu'on allait en finir et puis venir avec le vote de la diaspora, parce que là-bas, c'est tout est volé. Bon, en fait, c'est bon comme ça. Les Burkinabés de l'étranger. Nos compatriotes de l'étranger. Ok. Bon, donc je dirais que je crois que vous allez en finir avant d'attaquer ce volet. Sinon, il faut dire que la préparation va bon train à partir du moment où, effectivement, nous avons commencé avec l'identification d'abord des pays qui soient éligibles à partir de la collecte des données. Et il y a un moment où on était obligé ou du moins on avait donné une date butoir pour pouvoir voir les pays qui atteignent le seuil des 500 500 immatriculés qu'on avait arrêtés. Bon, à partir de juillet, effectivement, ces pays-là ont été définis. Et on a trouvé 22 pays qui remplissaient les conditions. Bon, après, nous sommes repartis pour maintenant rencontrer la classe politique, rencontrer la société civile, les forces vives à l'étranger pour pouvoir travailler ensemble à mettre les démembrements. Dieu merci, tout s'est bien passé dans tous les pays, les 22 pays qu'on a pu cibler. Bon, moi j'ai en charge la Côte d'Ivoire à côté parce que vraiment c'est le gros morceau qui est là. Voilà, donc vous parlez tantôt des votes en tout autre lieu que dans les ambassades et consulats. Ça, c'est une nouvelle donne que nous attendons. Nous ne pouvons pas dévancer la loi pour dire, principalement, on s'en tient à la loi ancienne du Code qui voudrait que les votes se tiennent dans les ambassades et le consulat généraux au niveau à l'étranger. Donc, pour ce faire, on s'en tient à l'esprit de la loi jusqu'à ce que la nouvelle monture qui est à l'Assemblée puisse passer. En ce moment-là, on prend les dispositions. Sinon, en tout autre lieu, c'est en accord avec le pays hôte. Il faut dire que si le pays trouve que si on place un bureau de vote ou même un emplacement à un niveau et les conditions sécuritaires ne pourront pas être respectées, ils ne vont pas accepter. C'est de concert avec eux que nous allons définir les points qui soient acceptables, où les électeurs seront sécurisés, où le personnel sera sécurisé, où notre matériel sera sécurisé. Parce qu'à l'étranger, tous les coûts sont permis et nous ne sommes pas sûrs. C'est une donne qu'on ne maîtrise pas. Il faut qu'on prenne des dispositions pour pouvoir réussir à bien, parce que c'est une première pour nous. Et il faut qu'on fasse au moins, se donne tous les moyens de réussir afin de pouvoir, en tout cas, satisfaire notre diaspora ou bien nos Burkinabés de l'étranger. Nos frères de l'étranger. Oui, mais mon frère Dao, reconnaissez avec nous que quand on dit tout autre lieu, c'est une avancée. Je crois que c'est la dernière mouture qui a ajouté tout autre lieu. Et nous avons dit, il faudrait qu'on applique ce tout autre lieu-là ensemble avec les dispositions qui garantissent la sérénité des élections, pas de lieux privés, pas de culte, pas de marché, etc. Il y a une autre disposition à l'intérieur qui s'applique. Ici, c'est à l'extérieur, même si vous allez vous entendre avec le pays hôte, qu'on respecte les dispositions qu'on utilise ici pour installer. C'est tout. Donc, l'organisation des votes se repose beaucoup plus sur le respect du cadre juridique. Même si c'est à l'étranger, on va s'en tenir aux dispositions du code. On ne peut pas aller au-delà.
Oui, voilà, donc je dis bien, à ce niveau, ce code n'est pas encore adopté, donc j'évite d'aborder quelque chose qui n'est pas encore adopté. Voilà, revenons dessus. Avec cette émission, c'est vrai que la CODEL doit être là depuis le début. Alors, qui dit être là depuis le début, c'est une logistique, c'est-à-dire des trucs à déployer, une logistique à déployer, du matériel peut-être à déployer, des personnes à déployer. Justement, vous arrivez à vous en sortir, la CODEL? Oui, il n'y a rien à craindre. Nous avons des partenaires qui nous sont vraiment, je dirais, qui sont très soucieux et qui sont très sensibles à notre préoccupation, à notre approche. Et je crois que nous avons notre expérience de 2015-2016, je crois, qui peut être éditée. Nous ne souffrons vraiment d'aucune organisation, d'aucune crise organisationnelle ou de préparation. Ce sont les moyens qui sont en train de réunir. D'ores et déjà, je crois qu'avec Diaconia et l'Union européenne et un certain nombre de partenaires que je ne peux pas citer ici, la Suède, le Danemark, et la Suisse et tous, nous sommes en train de mobiliser. Et actuellement, en tout cas, nous recevons une bonne écoute de leur part et nous espérons et nous souhaitons fortement qu'ils puissent comprendre que l'appui au développement, l'aide au développement, l'appui surtout au développement passe également par l'appui à la société civile qui joue son rôle citoyen de suivi. Monsieur Daniel Daïen, voilà, c'est tout pour ces numéros avec deux invités. Daniel Daïen de la CODEL, vice-président de la CODEL, et puis monsieur Dao, lui il est de la CENI. Nous avons parlé bien sûr de la participation citoyenne dans le processus électoral dans ce contexte de terrorisme, si on peut le dire. On espère peut-être qu'en 2020, ça sera une question derrière nous. Dans ce contexte de difficulté de cohésion sociale. Ok, d'accord. C'est tout pour ce numéro. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà.